Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre attachement à notre rendez-vous santé du jeudi. Après 2 ans d'une épidémie qui a bouleversé et continue à préoccuper la planète, il m'a paru important de tenter de replacer cette période unique dans l'histoire de la médecine et d'éclairer ce qui, pour nous, médecins et citoyens, constituait un des événements professionnels et personnels les plus inattendus et les plus marquants de notre vie, un phénomène d'un autre temps. J'ai trouvé la plupart des réponses aux nombreuses questions que nous pouvions légitimement nous poser dans un formidable ouvrage coécrit par le docteur Patrick Berche, professeur de microbiologie, professeur émérite à l'Université de Paris, ancien directeur général de l'Institut Pasteur de Lille, ancien doyen de la faculté de médecine de Paris Descartes, et de monsieur Stanis Pérez, professeur agrégé d'histoire, coordonnateur à la Maison des sciences de l'homme, Paris-Nord, Sorbonne. Pandémie, des origines à la Covid-19 aux éditions Perrin. Nous avons le plaisir et l'immense honneur de recevoir cet après-midi sur Radio J un des 2 auteurs, le professeur Patrick Berche. Professeur Berche, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Nous n'allons évidemment pas résumer en 22 minutes une telle somme de travail, mais tâcher de comprendre ce qu'ont pu représenter les pandémies dans l'histoire de l'humanité et comment elles en ont modifié le cours, et où nous pouvons situer la Covid-19 dans un monde contemporain qui se pensait probablement à l'abri d'une telle catastrophe sanitaire, malgré plusieurs alertes, ça et là. En quoi l'histoire aide-t-elle à comprendre les maladies du présent ? Parce que les réactions des populations sont assez stéréotypées et sont à peu près toujours les mêmes. C'est-à-dire la peur, des phénomènes psychologiques qui accompagnent très souvent ces pandémies. Les premières épidémies qui sont apparues sont au néolithique. Et une épidémie est définie par la même maladie qui atteint un grand nombre en même temps dans une région, dans un lieu donné. Lorsque, par exemple, dans Sophocle, Édipe roi, lorsque Édipe arrive à Thèbes, il y a une épidémie qui survient. Et à l'époque, les auteurs tragiques grecs avaient une conception magico-religieuse et ils pensaient que c'était lié à une souillure du sang versé, le sang versé par, en l'occurrence, le protagoniste. Et donc, c'est la notion de contagion qui est introduite comme ça. Ensuite, Hippocrate va remettre les choses en place en disant non, toute maladie a une cause naturelle et non pas magico-religieuse, etc. Donc, lorsque les pandémies sont apparues, lorsque le monde s'est ouvert, lorsque les empires se sont créés, permettant des rapides migrations des gens. Alors, l'approche des maladies est transdisciplinaire. Vous pouvez nous dire un mot sur l'archéobiologie ? Alors, l'archéobiologie est un phénomène extraordinaire, je dirais, en termes de révolution, une vraie révolution de l'archéologie. Ça consiste à partir des os, à partir des dents, à isoler l'ADN et à le séquencer. Et à partir de ces séquences, on a pu comme ça isoler le virus de la variole, le décrypter dès le 6e siècle avant notre ère, les différents agents des pestes de Justinien, toutes les pestes très antiques. On peut plusieurs milliers d'années avant notre ère, on peut identifier des germes et conclure de façon certaine à leur origine et à leur filiation. Par exemple, actuellement, il y a un projet sur 3 ou 4 000 génomes complets de humains, et à partir des données in silico, c'est-à-dire dans l'ordinateur, on a pu retrouver le virus de la variole dans 11 cadavres, 11 restes de vikings entre le 6e et le 11e siècle. C'est extraordinaire, c'est une révolution totale de l'archéologie qui est confirmé maintenant. On peut dater avec précision, on peut... Vous refaites l'histoire avec un diagnostic rétrospectif. On peut refaire l'histoire et refaire les filiations entre les individus et entre les germes qui peuvent les avoir contaminés. Alors vous expliquez que dans l'Antiquité, le pourquoi est plus important que le comment, et que la médecine confond souvent la cause et l'effet, et mêlant évidemment des phénomènes naturels et surnaturels. Oui, alors le comment, ça ne les intéresse pas tellement. Ils veulent savoir pourquoi. Et pourquoi, il y a une réponse qui est donnée par la tradition mésopotamienne et puis la médecine grecque magico-religieuse, c'est les démons
c'est les dieux qui saisissent les populations, qui se vengent. Alors que, et c'est pour ça que Hippocrate fait une révolution totale en partant de la philosophie de Millet, des Ioniens. Il dit: tout phénomène a une cause naturelle, les maladies ont une cause naturelle. Et donc, dès ce moment-là, on commence à rechercher la cause. Puis, il y a eu une phase entre le 2e siècle, 3e siècle, et puis la Renaissance, une phase où on est retombé dans une conception purement religieuse. La maladie est un péché, la maladie, on doit nécessiter des purifications, etc. Pendant très longtemps, la contagion n'existe pas. La contagion, alors c'est complexe. La contagion, elle est comprise. Il y a une contagion. Il y a deux types de contagion. La contagion par les miasmes. Ça, c'est la théorie d'Hippocrate, en disant les miasmes sont souillés. Les miasmes, c'est-à-dire l'air qu'on respire est souillé. Et c'est ça qui explique que de très nombreuses personnes puissent être atteintes en même temps. Et puis, il y a aussi la notion que ça peut être un contact. Par exemple, dans l'Antiquité, la lèpre était contagieuse. On considérait que c'était le contact avec les lépreux. La gale était contagieuse. On pensait qu'il pouvait y avoir une contagion par le toucher. Mais dans l'ensemble, jusqu'à Louis Pasteur, au XIXe siècle, on considérait que les maladies épidémiques étaient liées à des miasmes qui contaminaient un grand nombre de personnes en même temps. Vous expliquez que la doctrine chrétienne, elle est tiraillée entre la conception naturaliste des Grecs, que vous venez de nous expliquer, la médecine archaïque, qui retient, elle, le péché et les démons. Et en fait, les pères de l'Église s'intéressent en priorité au comportement des pécheurs pour qui la maladie est une punition. Oui, alors sous l'ère chrétienne, le problème c'était pas tellement le corps, puisque on proposait une vie après la vie qui était bien meilleure que cette vie misérable qu'on vivait que beaucoup subissaient au Moyen Âge. Donc on prenait en charge leur âme plus que leur corps. Et c'était surtout une approche, je dirais, de prise en charge pour amener l'âme vers l'au-delà, où la vie est bien meilleure. Alors dans votre livre, professeur Berge, vous expliquez qu'il y a deux événements déterminants. L'amélioration quantitative de l'alimentation, en fait, le passage de la cueillette, l'agriculture, puis l'élevage, et la création des grands empires. Là, c'est le début, en fait, de l'expansion des maladies. On passe de l'épidémie aux pandémies, c'est ça? Tout à fait. Il y a environ 10 000 ans, les hommes s'arrêtent, enfin c'est plus compliqué que ça, mais disons progressivement vont s'arrêter et vont commencer à élever les animaux et à cultiver les champs. Et ça va entraîner ils s'arrêtent, au lieu de migrer par petits groupes de 50 à 60 qui continuellement migraient en quête de nourriture, eh bien brutalement ils s'arrêtent et ça augmente considérablement la natalité et la population a une explosion démographique. Mais la contrepartie, c'est que les gens vivent dans des villages, puis dans des bourgs, puis dans des villes, et ils sont de plus en plus grande promiscuité, et ils sont en contact avec des animaux. Et les animaux leur transmettent un grand nombre de maladies, et c'est là que l'on décrit les premières épidémies. La plupart des grands fléaux actuels, dont certains ont disparu comme la variole, datent du néolithique, quand les hommes ont commencé à cultiver la terre, à devenir agriculteurs, en oubliant d'être chasseurs-cueilleurs. Alors vous développez la peste antonine, vous dites qu'elle est responsable de 7 à 8 millions de décès, et puis après la peste de Justinien qui laisse l'Empire byzantin exsangue. Oui, on peut dire que l'Empire romain a probablement été l'objet de tellement d'épidémies que c'est probablement une des causes de la chute de l'Empire romain. On sait que c'est probablement pour des raisons climatiques, c'est-à-dire qu'il y a un auteur américain qui récemment a développé cette thèse, que il y a eu un optimum climatique entre le 2e siècle avant notre ère et le 2e siècle après notre ère. Et à ce moment-là, il y a eu des changements climatiques. Ces changements climatiques ont fragilisé la population et il y a eu une épidémie de variole. La peste antonine, c'est une épidémie de variole. Puis la peste de Justinien. Et ça a complètement arrêté tous les liens commerciaux dans l'Empire. Et c'est le début de la féodalité, du morcellement des empires. Et donc, ça a eu des conséquences considérables aussi pour la psychologie des gens. Car lorsqu'on a une grande peste comme la peste noire du 1347, 1348... Ouais, on va y venir. Ouais.
on a des phénomènes psychologiques qui sont incontrôlables, en particulier des persécutions contre des boucs émissaires et toute une série d'exactions qui sont faites, en particulier contre les Juifs lors de la peste noire de 1348. Alors juste avant la peste noire, la peste de Justinien, c'est important par rapport à ce qu'on vit actuellement, puisque vous dites que cette terrible épidémie dure 2 siècles, oui. En une vingtaine de vagues, dont chacune dure plusieurs années. Oui, elle a évolué. On pense que c'est donc une peste qui est due à une bactérie qu'on appelle Yersinia pestis. Cette bactérie avait probablement un foyer en Syrie, un foyer endémique chez les animaux sauvages, les rongeurs de Syrie. Et elle était ramenée régulièrement vers l'Empire romain, vers Rome et vers les provinces, la France actuelle, l'Espagne, etc., par ce foyer à cause des rats. C'est les rats qui colonisaient les bateaux, le rat noir, et qui ramenaient la peste régulièrement sur ces populations. Mais la peste de Justinien n'a pas pénétré très profondément dans les continents parce qu'elle ne suivait que les fleuves et elle n'allait pas très profondément. Elle touchait surtout les ports et les grandes villes. Vous dites qu'elle disparaît de façon énigmatique, mais après avoir décimé la moitié ou le tiers de la population urbaine. Alors on en vient à la peste noire, là, au Moyen-Âge, on fait un saut. La peste noire, donc vous dites, en fait, c'est la variole. Alors non, la peste noire du Moyen-Âge, c'est comme celle de Justinien, c'est dû au rat, c'est dû à une bactérie Yersinia pestis, et elle est apparue en fait à la suite d'une migration de bateaux qui provenaient d'un port de la mer Noire et qui ont contaminé d'abord Constantinople, puis Marseille, puis toute l'Europe, mais c'était juste après une explosion démographique très importante. Il y a eu une ère, à nouveau le climat a permis d'avoir une agriculture très prospère entre le 9-10e siècle et le 13e siècle, 14e siècle. Et donc il y avait énormément de rats et énormément de nourriture disponible. Et donc les rats proliféraient partout en Europe et la peste s'est répandue à une vitesse incroyable. Et là, on pense qu'à peu près un tiers de la population européenne a été décimée à ce moment-là. Sauf qu'on cherche des coupables. Alors on cherche des coupables, et les coupables c'est des boucs émissaires habituels, c'est-à-dire d'abord les Juifs, il y a eu des exactions incroyables, en particulier à Strasbourg, où il y a eu 800 ou 900 Juifs, la moitié de la communauté a été brûlée vive. Tout le long du Rhin, il y a eu des exactions terribles, et puis il y avait aussi ces flagellants qui, pour éviter la peste, se flagellaient en place publique. Ils se promenaient en groupe, et un peu partout, ils s'en prenaient aux Juifs. Mais il y avait aussi les parfumeurs, il y a aussi les lépreux. Il y a eu des exactions contre les lépreux. Alors justement, professeur Bercha, quel besoin social répondait justement cette stigmatisation d'une partie de la population, les Juifs, les lépreux ? C'est la peur de ce qui est différent. On ne peut pas accepter qu'ils soient différents. Ils ne sont pas chrétiens, il y a une communauté très très chrétienne, etc. Et donc c'est rassurant de trouver la cause réelle de la pandémie ? Je pense oui que ça les rassure ça les rassurait autant qu'on puisse extrapoler il fallait trouver un coupable, parce que la peste arrivait soudainement comme s'il y avait un empoisonneur. Et d'ailleurs on accusait les Juifs d'empoisonner les puits. Et il y a un pape, Clément VI, qui les a défendus et qui a interdit qu'on persécute à Avignon les Juifs en disant non, les Juifs sont autant atteints que les autres. Et donc, voilà, mais il y a eu beaucoup d'autres exactions. Vraiment, ça a été une période terrible avec énormément d'orphelins. Il faut imaginer, quand il y a 30% de la population qui disparaît, vous avez des orphelins. Ces orphelins étaient parfois adoptés, mais il y avait une mortalité considérable. Et moi, je pense que la peste noire a été une des origines de la Renaissance. C'est-à-dire qu'après la peste noire, il y a eu des personnes athées qui ne croyaient pas en Dieu, et il y a eu des personnes qui contestaient l'ordre établi et qui s'opposaient à l'ordre établi, alors qu'ils avaient assisté au fait que la maladie atteignait sans distinction le riche, le pauvre, celui qu'on croyait innocent, celui qu'on croyait coupable et qui pouvait être épargné. C'était un monde incompréhensible. C'est l'arrivée de l'absurde dans d'un monde chrétien très hiérarchisé. Vous dites on se protège par une surenchère dans la dévotion, les processions et les pèlerinages disséminent en réalité la maladie.
Absolument. C'est-à-dire que on cherche des boucs émissaires d'un côté et on cherche des saints guérisseurs de l'autre, ou la rédemption. Et donc c'est une façon de se rassurer. Et donc actuellement, on a ces mêmes phénomènes de peur, par exemple pour les anti-vax de la Covid-19. Et les anti-vax, c'est parce qu'ils ont peur, pour la plupart. Ils ont peur de la vaccination. Alors vous expliquez l'épidémie qui arrive à Venise, et ils sont très novateurs en fait. Ils organisent l'isolement, ils organisent les lazarets, une police sanitaire, un cloisonnement des espaces et des populations à risque. Absolument. Venise a été la première. Venise, c'est la grande puissance commerciale, très indépendante du Saint-Siège d'ailleurs, et qui a ses bateaux dans toute la Méditerranée. Et pour préserver son commerce, elle a mis en place des institutions avec des patentes. Chaque bateau avait une patente. Il y avait des ouvriers, des fonctionnaires d'état civil qui contrôlaient les patentes, et ils ont institué les premières quarantaines, puis des lazarets qui permettaient d'isoler les patients en attendant d'aller, les bateaux et les voyageurs, en attendant qu'ils puissent rejoindre la communauté. Et vous expliquez, professeur Bersch, le choc des contaminations avec Christophe Colomb et la mondialisation des microbes. On leur apporte la variole, ils nous renvoient la syphilis, et dessus se greffe une telle mortalité qu'en fait, ça induit l'esclavage. Absolument. Alors, Christophe Colomb, c'est vraiment un drame épouvantable. C'est le choc des mondes. Vous avez Christophe Colomb avec en plus la traite négrière qui est apparue vers 1500, 1510, 1515. Les Portugais amenaient des esclaves noirs. Ils ont amené la variole. Et la variole était inconnue. Vous savez que les Amérindiens sont d'origine asiatique et ont colonisé l'Amérique à peu près il y a 13 ou 14 000 ans. Ils n'avaient jamais connu la variole. La variole, avec la peste antonine par exemple, existait au moins depuis le IIe siècle, et on sait maintenant qu'elle existait probablement plusieurs siècles avant notre ère. Et donc la variole a décimé les Amérindiens avec une mortalité de 90%, et on peut dire que c'est un véritable génocide biologique. Oui, vous dites que c'est le pire fléau importé. Je donne quelques chiffres. Je crois que si la population du Mexique actuelle était de 24 millions à l'époque, elle était un siècle et demi après de à peine 1 million. Donc vous voyez qu'on a eu une mortalité intense, et beaucoup d'autres maladies. On a amené la grippe, on a amené la rougeole, des choses que ne connaissaient pas les Amérindiens. À côté de ça, eux avaient une syphilis endémique qui n'existait pas en Occident. Et ils ont donc les premiers, dès le premier voyage de Christophe Colomb, au retour, on voit apparaître des cas de syphilis bien caractérisés, et la syphilis s'est répandue ensuite dans le monde entier, en partant de l'Europe, par les Portugais vers l'Afrique et l'Asie, et elle était endémique en Amérique. Alors, c'est importante la syphilis dans votre ouvrage, parce que vous expliquez qu'en fait, le consentement éclairé vient de quelques expériences qui ont été vraiment très très peu éthiques. Alors là, on vient au XXe siècle. C'est les expériences de Tuskegee. C'est une petite ville de l'Alabama où il y avait une incidence importante de la syphilis d'après des études de sérologie. Et le ministère de la Santé des États-Unis, en 1932-33, a décidé de faire une étude de laisser chez les Noirs, les personnes afro-américaines infectées par la syphilis, séropositives, de laisser courir la maladie pour voir le résultat. Et donc, ça a duré pendant 30 à 40 ans. Et il y a un enquêteur qui suivait les patients qui a dénoncé cela, et ça fait un scandale épouvantable, puisque on a eu des centaines de morts et des contaminations des femmes, des contaminations des bébés, etc., par des syphilis congénitales. On n'est pas en reste, professeur Bersch, parce que vous expliquez qu'on inocule de courageux étudiants en médecine, des bagnards de Toulon, des jeunes femmes atteintes de lupus, un enfant de 10 ans souffrant d'une teigne, des prostituées. Oui, il y a eu beaucoup d'expériences humaines, ça se faisait beaucoup au 19e siècle.
Alors, un mot... Même au XXe siècle. Un mot, on peut comparer la Covid-19 avec la grippe espagnole, puisqu'on a tendance à faire cette... Alors, je ne pense pas qu'on puisse... C'est le même mode de transmission, mais je pense qu'il faut... on ne peut pas vraiment comparer. En deux mots, la grippe espagnole, 1918... c'est une grippe qui va tuer entre 50 et 100 millions de personnes dans le monde, pour une population du monde de 1,8 milliard. Mais il n'y avait pas de vaccin, on n'avait pas le germe, on n'avait pas d'oxygène, on n'avait pas d'antibiotiques, et donc elle a été extrêmement grave, atteignant surtout des adultes jeunes qui faisaient qui allaient à la guerre. C'est une grippe américaine en fait. Elle vient du Kansas. Ça, c'est tout à fait clair. Elle a été importée en Europe par les soldats américains qui venaient pour se joindre aux Alliés, et elle a décimé surtout des personnes entre 20 et 45 ans à peu près. Et cette grippe espagnole ne peut pas être comparée au Covid. D'abord, c'est pas le même germe, et le Covid est beaucoup moins grave en fait que la grippe espagnole. Et surtout, dès le début de la Covid, on a eu le germe et on a eu un vaccin. Alors, on arrive presque au terme de notre entretien, professeur Berge. J'ai juste 2 questions à vous poser. Alors, on comprend à la lecture de votre livre qu'on retrouve certaines caractéristiques des épidémies à travers les âges et qu'on apprend de nos erreurs. On apprend de nos erreurs, pas toujours, mais on en commet d'autres. On en commet d'autres, mais le point le plus important, je crois, c'est le concept de syndémie. Ce qu'on appelle maintenant syndémie, c'est une vision globale d'une épidémie ou d'une pandémie. Vous ne pouvez pas tenir compte de l'épidémie de Covid si vous ne prenez pas les conséquences pour la santé mentale, les conséquences pour d'autres maladies. Par exemple, actuellement, le sida, la mortalité par sida en Afrique augmente parce qu'ils n'ont plus l'accès aux soins, ils n'ont plus les médicaments, il y a beaucoup moins de vaccinations. Et les maladies de civilisation. Et les maladies de civilisation. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, Pandémie des origines à la Covid-19. Professeur Berge, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie.